secteur privé moteur de la croissance économique via fonds de garantie s'est désormais garanti au Mali avec la création d'un tel fonds sur l'initiative des autorités qui entendent lutter contre la pauvreté et relever le défi du développement. Dans la besace, déjà 10 milliards de francs CFA. Ebola, la stratégie malienne convainc les experts de l'OMS, du moins pour l'instant. Preuve, 100 agents des cercles de la région de Caille déjà en formation pour une prise en charge efficace d'éventuels cas de fièvre. Dakar, Niger, bientôt réhabilité. Un accord cadre Chine-Mali signé hier projette de redonner espoir aux riverains de cette voie ferrée dans un avenir très immédiat. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a regagné Bamako cet après-midi en provenance de Bruxelles. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre, des membres du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale. Le président avait pris part en Belgique aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre 14-18. À son arrivée, le président Ibeka s'est exprimé au micro de Thiomoro Sagara. Nous l'écoutons. Je remercie Sa Majesté le roi des Belges pour l'invitation qu'elle a bien voulu m'adresser à venir participer à Newport et à Ypres à la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, la guerre 14-18. Et l'hommage et l'honneur sont d'autant plus grands que j'avais accompagné le Premier ministre algérien la révélation du continent. Ce qui n'était pas une mince affaire. Et ça a été l'occasion également pour Sa Majesté, pour la Reine et pour le Premier ministre belge Charles Michel de nous dire toute leur sollicitude vis-à-vis du Mali et que le Mali tenait une très bonne place dans les priorités de coopération avec les pays africains et les pays du Sud de manière générale. J'en ai profité également pour certains entretiens politiques avec des parlementaires européens, dont la vice-présidente du groupe parlementaire PPE, Parti populaire européen, pour un bon survol de la situation au Mali, quand on sait tout l'intérêt que l'Europe porte à la question de la sécurité au Mali. Et également aussi au problème du Sahel d'une manière générale. Il était bon, je crois, il était indiqué que nous en connaissions avec une députée européenne, vice-présidente de son groupe, et très dynamique et très concernée par ces questions-là, de la relation internationale de manière générale, mais singulièrement de tout ce qui concerne la bande sahélienne. Et nous rentrons donc vraiment de ces 3 jours de voyage très satisfaits. L'amitié avec le Royaume de Belgique est au beau fixe. Je crois que la Belgique a eu l'occasion de nous prouver sa grande amitié tout au long de la crise que nous avons traversée. Nous avons rencontré également le grand-duc de Luxembourg, dont on sait également le pays soucieux de nous aider. Le Luxembourg est un de nos partenaires les plus fiables, les plus solides, un aussi qui est resté à nos côtés tout au long de la crise. L'entretien avec le grand-duc a été très intéressant de ce point de vue-là. La réaffirmation de relations constantes et qui connaîtront également un développement dans l'avenir. La Belgique, donc, qui a commémoré hier le centenaire de la guerre 14-18, Première Guerre mondiale. Les cérémonies se sont déroulées dans 2 localités martyres situées à une centaine de kilomètres de Bruxelles. Le président de la République vient de le dire d'ailleurs. Je vous propose de regarder ce reportage de nos envoyés spéciaux, Abdussalam Bambara et Bourama Traoré. Double cérémonie pour un seul objectif. Commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. À Newport, situé à 140 km de Bruxelles, s'est déroulée la première cérémonie, précisément devant le monument Albert Ier, au pied duquel le roi Philippe a déposé une gerbe de fleurs, suivie de 16 coups de canon.
Aux côtés du couple royal, plusieurs invités, dont le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et son épouse, la chancelière allemande Angela Merkel et le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Un parterre de personnalités venues rendre hommage aux 600 000 soldats tombés sur le sol belge pendant la Grande Guerre. La commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale est placée sous le thème « Le refus de la soumission des Belges et l'inondation de la plaine de l'Isère ». L'inondation de cette plaine a permis de stopper la progression des troupes allemandes sur le front belge, un acte historique et héroïque rappelé par le ministre français de la Défense. En août 1914, le peuple belge a montré la voie du courage et de l'honneur. Au nom du président de la République française, M. François Hollande, j'ai l'honneur de porter à votre Majesté, en ce jour solennel, un message de reconnaissance et de solidarité. Et de poursuivre que le centenaire de la Première Guerre mondiale est l'occasion de porter ensemble un message de paix, un point de vue partagé par la chancelière allemande. Angela Merkel va plus loin pour souligner que c'est dans l'ordre normal des choses que Bruxelles soit la capitale de l'Europe, un symbole, dit-elle, de la liberté, de la paix et de la réconciliation, des valeurs que la Belgique entend défendre et promouvoir. Un peuple montre sa grandeur lorsqu'il défend ses valeurs. Et alors que retentissent ailleurs de nouveaux canons, nous saisissons le flambeau que nous tendent ceux qui nous ont précédés. C'est le flambeau du droit, de la dignité et de la paix. Après Newport, les délégations se sont transportées à Ypres, à une trentaine de kilomètres de là. Le couple royal et ses invités se sont retrouvés devant la porte de Ménin pour un second hommage aux victimes du premier conflit mondial. Des milliers de soldats sont passés par là pour quitter Ypres et se mettre en route pour le front. Sous la porte de Ménin sont apposés les noms de près de 55 000 disparus. En leur mémoire, le roi Philippe a déposé une gerbe de fleurs. L'acte royal est suivi de témoignages, de prières et de lectures de poèmes. Le tout pour saluer la bravoure et le combat de ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté et la paix au monde. Et le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui félicite le président de Bolivie, Evo Morales, après sa réélection à la magistrature suprême de la République de Bolivie. Ici à Bamako, deuxième réunion interministérielle sur le foncier. Le gouvernement malien veut mettre un terme à l'impunité dans le secteur pour le ministre des Domaines de l'État, des Affaires foncières et du patrimoine. La question foncière, il faut, pour régler la question foncière, il faut une conjugaison des efforts. Et Théma Hubert Koulibaly l'a dit au micro de Mohamed Diarra. L'ampleur et la profondeur de ces problèmes-là nous obligent à nous concerter régulièrement pour que l'action de l'État puisse être de plus en plus efficace pour contrer tous les prédateurs et les criminels qui sont à l'œuvre dans le domaine du foncier. Vous avez tenu récemment une table ronde sur le financement du foncier également. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? La table ronde concerne la réforme. Qui consiste à doter le Mali à terme d'un système d'information foncière de type cadastre. Et cette réforme est longue et sera coûteuse, on l'a dit. Et nous avions réuni en effet les bailleurs de fonds pour leur soumettre non seulement le plan général de la réforme, mais aussi le plan de financement de la réforme. Elle va coûter à peu près 30 milliards pour ce qui concerne Bamako et Kati. L'État a décidé de la manière de financer. Nous avons soumis ça aux bailleurs de fonds et qui ont répondu positivement. Le foncier est une question très compliquée. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? En étant rigoureux quant au respect des lois, en
modernisant l'administration foncière, non seulement en l'équipant, en formant le personnel, agir contre l'impunité. Parce que vous savez que depuis plusieurs années, le foncier est devenu le moyen le plus facile, le plus rapide, le plus sûr de s'enrichir en dormant. Mais la décision est prise par le gouvernement. Et nous sommes en parfaite harmonie, l'ensemble des collègues qui sont impliqués dans la question, de manière à ce que les intérêts du Mali prévalent. À 24 heures de la fin du mois de la solidarité, le gouvernement malien se manifeste en faveur de l'orchestre de l'Union malienne des aveugles, UMAV. Il a reçu du matériel d'une valeur de 15 millions de francs CFA remise effectuée par le Premier ministre Moussa Mara au siège de l'UMAV. Modibo Soare, compte rendu. C'est par une animation musicale assurée par l'orchestre Myriade de l'UMAV que cette cérémonie de remise de matériel artistique a démarré comme pour souhaiter la bienvenue au Premier ministre Moussa Mara. Malgré la vétusté des instruments, l'orchestre a séduit d'entrée de jeu le chef du gouvernement. Après avoir rappelé l'historique de l'institution créée en 1973, en même temps que sa formation musicale, le président de l'UMAV s'est dit très ravi du geste des plus hautes autorités de notre pays. Ça me donne l'occasion de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui tient à toutes ses promesses. Ce lot de matériel d'une valeur de 15 millions de francs CFA est composé de guitares, d'amplificateurs, de haut-parleurs, de microphones, de stabilisateurs, de pupitres, bref, tout ce qu'il faut à un orchestre. Ces matériels répondent à un besoin très pressant des non-voyants. En fait, c'est la réponse à une doléance des responsables de l'UMAV auprès du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta lors d'une cérémonie à Liota il y a quelques semaines. Le chef de l'État a instruit au Premier ministre et au gouvernement de faire en sorte que le mois de la solidarité consacre la distribution de ce matériel sollicité. Et cet orchestre important de notre pays de gravir des échelons supplémentaires vers la perfection, vers les musiques plus élaborées et donc vers le succès. Et le succès de cet orchestre est le succès de l'UMAV en entier. Le chef du gouvernement Moussa Mara a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ce matériel de musique. Un geste qui contribuera sans doute au développement socio-culturel et artistique de l'Union malienne des aveugles. Eh bien, vous le savez déjà, accord a été trouvé entre le gouvernement et l'UNTM. L'accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015. Cependant, hormis la facture d'électricité, les revenus ne connaîtront d'augmentation qu'à partir de juillet 2015. Les détails dans ce reportage signé Makamfin Konati. Par ce geste, le gouvernement annule l'augmentation des tarifs d'électricité intervenue courant juillet 2014. Autrement dit, en décembre 2014, le consommateur malien paiera les kilowattheures de l'électricité au même prix qu'il l'avait payé au mois de juin 2014. L'accord du 28 octobre prévoit un salaire minimum de 35 000 francs CFA à partir du 1er janvier 2015, 40 000 francs au 1er janvier 2016. Pour les allocations familiales, 3 500 francs CFA seront octroyés par enfant bien portant, soit 2 000 francs de plus que le montant actuel, et 2 500 francs de plus par enfant vivant avec un handicap. Le niveau de la valeur du point d'indice a également connu des augmentations. De 330,75, la valeur de l'indice passe au 1er janvier 2015 à 364 francs CFA, 375 francs CFA au 1er janvier 2016 et atteindra 400 francs CFA à compter du 1er janvier 2017, soit au total 20% d'augmentation. Concernant l'ITS, les discussions vont se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2014 et quel que soit le taux convenu, il sera applicable à compter du 1er juillet 2015. Voyons comment cela va se ressentir sur les salaires du mois de juillet 2015, date d'application effective. M. Koulibaly est fonctionnaire de la catégorie B, indice 250. Avec 330,75 francs de valeur d'indice, M. Koulibaly gagne 82 688 francs CFA comme salaire de base. Au 1er janvier 2015, avec la valeur 364 francs CFA,
M. Koulibaly gagnera 91 000 francs CFA comme salaire de base, soit une différence de 8 313 francs CFA. Le même monsieur a 2 femmes et 16 enfants. À compter du 1er janvier 2015, il touchera chaque mois 56 000 francs CFA au titre d'allocation contre 24 000 francs CFA, soit 32 000 francs de plus par mois. Le protocole prévoit l'exécution de ses acquis sur les salaires de juillet. M. Koulibaly percevra en plus de son salaire de juillet majoré, le rappel de 6 mois d'augmentation, c'est-à-dire de janvier à juin 2015. L'enveloppe sera certes conséquente, mais ce ne sera que justice rendue aux travailleurs maliens qui occupaient le peloton de queue dans la sous-région. L'impact de ces mesures en faveur du pouvoir d'achat sur le budget de l'État est de plus de 48 milliards sur les 3 prochaines années, 2015 24 milliards, 2016 7,8 milliards et 2017 16 milliards. Le gouvernement du Mali se réjouit de cet accord qui marque la reprise d'un dialogue social fécond entre l'État, les travailleurs et les employeurs et pose les jalons d'un futur contrat social entre les différentes parties. Le gouvernement exprime ses remerciements à l'endroit de la commission de conciliation qui n'a ménagé aucun effort pour permettre l'aboutissement du processus de négociation à travers un accord qui préserve les équilibres budgétaires de l'État tout en favorisant l'amélioration des conditions de travail. Les entreprises maliennes disposent désormais d'un fonds de garantie. Il est une initiative des plus hautes autorités dans la lutte contre la pauvreté, des montants de 10 milliards de francs CFA. Il va non seulement les appuyer à réussir leur activité, mais aussi et surtout à contribuer à la croissance économique. Abdrahman Meiga. Le fonds de garantie est une initiative prise par le gouvernement malien pour booster le secteur privé. Sa mise en place fait suite à un constat selon lequel le tissu industriel au Mali est très mal développé et très peu diversifié contre ceux de la sous-région. C'est pour donner un nouveau souffle à ce secteur à travers l'accès des petites et moyennes entreprises au crédit bancaire que le présent fonds a été initié. Ce fonds de 10 milliards de francs CFA favorisera la création de plusieurs unités industrielles dans notre pays. Son objet est d'améliorer les conditions d'accès des micro-entreprises et des PME légalement installées au Mali. Avec un capital social de 4 milliards 882 millions de francs CFA, l'actionnariat est composé par l'État du Mali et 4 de ses démembrements, à savoir l'Institut national de prévoyance sociale, l'Agence nationale pour l'emploi, le Pari mutuel et l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Cette cérémonie de lancement est l'aboutissement d'un long processus entrepris par le Mali pour faire de son secteur privé le moteur de la croissance économique. Avec ses fonds de garantie, il attend accélérer son développement tout en luttant contre la pauvreté par la création et l'offre d'emploi aux jeunes. Et je crois que les annonces que le directeur a fait tout à l'heure concernant les banques partenaires qui déjà ont commencé à signer des conventions avec le fonds de garantie nous prouvent à suffisance que vraiment c'était ce qu'il fallait faire à ce niveau. Je voulais en profiter aussi pour remercier le Royaume du Danemark et reconnaître ce qu'ils ont fait. Je pense que ce n'est pas le montant qui importe, c'est le symbole. C'est déjà faire confiance à cette institution qui vient de naître. Ce fonds de garantie est destiné, entre autres, à la création, à la modernisation des unités industrielles et à l'extension de leurs activités. Il va également octroyer des crédits à court terme, comme par exemple les crédits de campagne et des fonds de roulement pour les petits commerces. Pas Ebola, dans notre édition d'hier, les agents de santé de CAI avaient présenté des doléances. L'une d'elles a été déjà très vite prise en compte. Il s'agit de la formation des agents de santé sur la prise en charge d'éventuels cas d'Ebola. Plus de 100 agents de 7 cercles de la première région prennent part à cette formation dont les modules sont dispensés par des experts de l'OMS. Jafar Haïdara, compte rendu. Dans le cadre du suivi des activités de prévention de la fièvre à virus Ebola, le gouverneur de la région de CAI a rencontré le Recotrade pour les informer de la situation de la maladie qui se vit actuellement dans notre région.
Au cours de cette rencontre, le gouverneur a demandé aux responsables et membres du Recotrade de sensibiliser davantage les populations sur les mesures d'hygiène à observer pour éviter de contracter la maladie. Nous avons utilisé abondamment les radios locales, les radios de proximité, la radio régionale. Nous avons procédé à des conférences de presse pour porter l'information vraie au niveau de la presse. Mais il nous a paru vital, vu la sociologie du CAI, que nous entretenions directement avec le Recotrade qui regroupe un peu tous les Nyamakala au niveau de la région, afin de leur donner la bonne information et puis qui nous servent de relais pour la population. C'est une action complémentaire. Le Recotrade de CAI s'est engagé à n'aménager aucun effort pour toucher le plus grand nombre de personnes et de jouer pleinement son rôle. Nous avons l'occasion, peut-être 2 ou 3 fois dans la journée, diffuser ces nouvelles. Et nous avons pris les nouvelles avec ceux qui détiennent réellement les nouvelles. Cette rencontre a été jugée très instructive pour les Nyamakala de CAI. Si un vaccin n'est pas encore disponible pour éviter la contagion, des pratiques d'hygiène peuvent nous protéger contre cette maladie. Au nom de ces pratiques, le lavage des mains au savon, une pratique courante dans les familles et services. Une équipe de ORT Mopti, conduite par Jules Sambou Sissoko, a baladé sa caméra. Compte rendu. Ce geste simple, mais combien important, est presque devenu un compagnon. Ici, à Mopti, le sens des mesures d'hygiène est bien partagé. Depuis que cette épidémie a été annoncée au niveau du pays voisin, nous avons tout d'abord mobilisé tous les partenaires autour de la Direction régionale de la santé pour activer le comité gestion des catastrophes et des épidémies sous la présidence du gouverneur. Et ce comité a préparé un plan de réponse à l'épidémie de Ebola pour la région de Mopti, qui consiste à sensibiliser les populations, qui consiste à prépositionner au niveau de Mopti des kits de prise en charge en cas de déclaration. Je me lave les mains au savon parce que ça évite les virus Ebola. Je demande à tous mes camarades de laver les mains au savon. Je me lave les mains, il évite beaucoup de maladies, comme le virus Ebola. Oui, ma maîtresse m'a parlé du virus Ebola dans les leçons. Le dispositif sanitaire existe au niveau de CRS Mali il y a bientôt plus de 4 mois. Juste pour les besoins d'hygiène, ça protège contre les maladies. Avec l'apparition de la fièvre à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, les autorités sanitaires du Mali ont intensifié, multiplié et vulgarisé des initiatives de prévention. C'est la prudence, mais c'est aussi agir, c'est-à-dire il faut des actions concrètes. Il faut des comportements. Si se laver les mains, c'est un tabou, c'est devenu une nécessité, c'est devenu un acte qui sauve des vies. Nous avons pu mobiliser la plupart des intrants qui étaient prévus dans notre plan de contingence des ripostes. Le dispositif actuel, c'est d'appeler la population à la vigilance. Se laver les mains au savon sauve des vies car il joue un rôle capital dans la prévention de nombreuses maladies aux conséquences incalculables. Et la 464e session du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine s'est tenue ce mercredi au siège de l'institution à Addis Abeba avec comme sujet l'épidémie de virus Ebola et son évolution en Afrique de l'Ouest. Au cours de la rencontre qui s'est déroulée en présence des membres du Conseil et des partenaires au développement, le Mali a été invité à faire une communication pour expliquer la situation suite à la découverte du premier cas qui s'est soldé par le décès. Le ministre conseiller Sidi Modi Sidibé, dans son intervention, a expliqué les conditions qui ont amené la petite Fanta Condé de Guinée-Conakry au Mali jusqu'à sa contamination suivie de son décès. Le ministre conseiller a profité de l'occasion pour annoncer toutes les mesures prises par le gouvernement malien pour minimiser la propagation de la maladie, nous signale Alassane Diombele depuis Addis Abeba. À Koulikoro, un comité permanent de gestion des épidémies a été créé. L'état de la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola a été présenté. C'était ce matin lors d'une réunion. C'est de Traoré.
Dans la région de Koulikrou, les appels au calme et à la sérénité ont vite apaisé les populations après le cas de la fillette décédée à Caille. Des mesures de prudence sont désormais de mise à l'entrée de certains bâtiments publics et privés. Des mesures d'hygiène incontournables pour éviter l'infiltration des cas de virus Ebola. Le dispositif de lavage des mains, c'est le moyen le plus efficace de lutte contre les maladies liées à l'eau. Nous sommes à la période d'épidémie et tout le monde sait que le transportage des germes, quand quelqu'un transporte les germes des mains, quand tu laves les mains avec le savon qui est un insecticide, ça brise la chaîne de transmission. Depuis avril, nous avons commencé à sensibiliser les élèves à travers des leçons modèles. Et nous avons repris ces leçons-là à la rentrée et nous allons continuer à faire toujours les leçons. La région de Koulikrou, frontalière à la Guinée-Conakry, à travers Kouré-Malé, les équipes de santé sont mobilisées pour faire face à toutes les éventualités. Nous avons 10 districts sanitaires. Actuellement, tous ces districts sanitaires ont l'ensemble des directives techniques pour la maladie. Ils ont l'ensemble des intrants pour lutter contre la maladie. Des kits de protection sont déposés au niveau de ces districts sanitaires, qu'ils soient frontaliers ou pas, parce que nous pensons aujourd'hui que la menace plane sur l'ensemble du pays. Ici, nous lançons tout simplement un appel à l'endroit de toutes les populations et surtout à l'endroit de tous les voyageurs en provenance des pays frontaliers frères, d'abord de garder la sérénité, de garder leur sérénité, le calme et surtout de déclarer tout suspect. Au sortir de la réunion restreinte des membres du comité régional permanent de gestion des épidémies, il est prévu le mercredi prochain une assemblée générale sous la conduite du gouverneur pour informer l'ensemble des coûts socio-professionnels de la 2e région. Dans les prochaines rencontres, le comité régional présentera un plan élargi de lutte contre cette pandémie. Cette bonne nouvelle pour les populations de la voie ferroviaire Bamako-Dakar vont démarrer très bientôt les travaux de la réhabilitation du chemin de fer Bamako-Dakar. L'accord cadre a été signé hier entre le ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement et une société chinoise. Alpha Mega, compte rendu. Depuis plus d'un siècle, cette voie sur une distance de 1283 km relie Bamako à Dakar. Véritable cordon ombilical entre le Sénégal et le Mali. Aujourd'hui, le chemin de fer souffre de dégradation totale. Et voilà, ils sont réunis autour de cette table pour apporter quelques remèdes. Il s'agit de la réhabilitation de la voie ferroviaire Bamako-Dakar. L'accord cadre négocié avec la société chinoise a pour objet la réhabilitation de la voie ferroviaire Bamako-Dakar qui est essentielle pour le désenclavement du Mali. D'autres actions sont en cours avec des partenaires techniques et financiers pour que la réhabilitation puisse servir de moteur principal à une reprise des activités ferroviaires entre le Mali et le Sénégal. Je souhaite que la signature de cet accord cadre soit suivie dans les mois, sinon les jours à venir, d'actes concrets sur le terrain. Pour la partie chinoise, certes, il y a eu un retard. Alors, il faut faire vite et très vite dans le seul but de contribuer surtout au regain des activités de la zone, voire l'essor économique du Mali. Ici, je peux vous promettre que nous pouvons on va rattraper notre temps perdu. On peut déjà vous déposer pas plus de 2 mois. Et ainsi, le train Bamako-Dakar va siffler. Pour plein d'emplois créés, des familles soulagées, bref, voir l'espoir retrouvé le long des rails pour le renforcement de l'intégration sous-régionale. 7e édition de l'opération de remise de permis de conduire. Ils sont plus de 140 jeunes chauffeurs disponibles désormais sur le marché du travail. C'est une initiative du département de l'emploi pour lutter contre le chômage. Nous retrouvons Alpha Mega. Se munir d'un permis de conduire pour circuler est une obligation. Mieux, le permis de conduire crée l'emploi. Et c'est dans ce cadre que le programme national d'action pour l'emploi, en vue de réduire la pauvreté, a initié cette cérémonie.
Pour la 7e fois, elle est consacrée à la remise de permis de conduire. Le coût, c'est un peu moins de 21 millions. Et le nombre d'auditeurs, c'est 141 auditeurs. C'est pour un emploi, c'est pour leur insertion socio-professionnelle, pour qu'ils puissent se prendre en charge. C'est un rêve d'enfant qui vient de se réaliser. J'attendais l'emploi depuis longtemps. Avec ces permis, je suis sûr de maintenir la sécurité des dizaines, des milliers et des centaines de personnes. L'acte posé, dénommé opération de permis de conduire par le département en charge de l'emploi, vient à point. Il coïncide avec le mois de la solidarité. Les actes que nous posons aujourd'hui sont le témoignage une fois de plus de l'élan de solidarité du gouvernement en faveur des couches vulnérables. Aussi, voudrais-je rassurer que le département de l'emploi et de la formation professionnelle restera fortement engagé pour accompagner les couches les plus défavorisées dans leur insertion socio-professionnelle. Face au mal qui répand la terreur présentement, Ebola, des mesures d'hygiène ont été prises au cours de la cérémonie. Un geste suivi par les uns et les autres qui signifie que mieux vaut prévenir que guérir. Ce communiqué du président de l'Assemblée nationale qui porte la connaissance des députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le jeudi 30 octobre 2014 et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur mise en place du bureau et des commissions de communication. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD vient de remettre au médiateur de la République un important lot de matériel composé essentiellement de moyens logistiques. Le reportage de Mamoudou Sidibé. Un véhicule Land Cruiser et 24 motos tout-terrain, c'est l'équipement remis ce mardi matin au médiateur de la République. Ces matériels ont coûté au programme des Nations Unies pour le développement la somme de 42 millions de francs CFA. Considérant l'attachement des Nations Unies aux valeurs de paix, de tolérance, de respect de la liberté et de la dignité de tous, et convaincu du rôle important que votre institution joue dans le processus de consolidation de la démocratie au Mali, le PNUD, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui ici, s'est efforcé de donner une réponse positive à votre requête à travers la mise à disposition d'un lot de matériel roulant qui permettra de renforcer les capacités opérationnelles nécessaires pour accomplir votre délicate mission. La remise de ces matériels vient du coup faciliter l'extension des missions du médiateur de la République à travers le pays, surtout à une période où les besoins de justice et de respect des droits de l'homme sont incontournables. Ce véhicule permettra au secrétariat permanent de l'EID de mener différents déplacements à l'intérieur du pays afin d'aider nos compatriotes à s'approprier le concept de l'EID et ses mécanismes de fonctionnement. Cette cérémonie est la manifestation du soutien du PNUD aux efforts du gouvernement pour la remise en marche des institutions de la République en général et du bureau du médiateur en particulier. L'association pour la revalorisation de l'expertise nationale regroupant les cadres retraités de haut niveau et de tous les secteurs d'activité politique, économique, sociale et culturelle, très fortement préoccupés par l'évolution dramatique de la crise qui secoue notre pays depuis près de 6 ans, tient à exprimer son soutien aux efforts actuellement déployés en vue d'un accord de paix juste et durable qui sauvegarde l'intégrité territoriale et l'unité nationale du Mali, la laïcité de la République et le développement. Séminaire de haut niveau sur l'impact du conflit sur les droits des femmes et des filles dans notre pays. Quel partenariat avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples? En plus des représentants des femmes leaders prennent part à ce séminaire des représentants de la MINUSMA de l'Union africaine. Mohamed Doumbia. Au cours des conflits armés, les femmes et les enfants exposés d'office sont majoritairement les premières victimes. Pour preuve, au Mali en 2012, elles ont été victimes d'exactions, de mariages forcés et d'humiliations de toutes sortes de la part des terroristes. Les femmes elles-mêmes, en particulier dans les régions affectées par les conflits et au sein des populations déplacées et réfugiées, ont-elles été impliquées dans les dynamiques de sortie de conflit? Ont-elles été conscientisées sur leur rôle et leurs responsabilités dans la période post-conflit et dans la médiation? Les femmes victimes ont-elles été entendues et ont-elles obtenu réparation?
Ce séminaire de haut niveau sur l'impact du conflit sur les droits des femmes et des filles au Mali, quel partenariat avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, l'expérience des directions régionales de la promotion de la femme dans la prise en charge des femmes et des enfants déplacés et réfugiés, les stratégies et les perspectives pour un accès des victimes à la justice sont des thèmes qui feront l'objet de réflexion. Les femmes ont également constitué la majorité des personnes déplacées et les femmes réfugiées dans des camps se sont retrouvées dans des situations extrêmement vulnérables. Ces actes commis à l'endroit des femmes constituent des crimes qui ne doivent pas rester impunis. La Commission africaine des droits de l'homme et du peuple s'inscrit dans la mission de promotion et de protection des droits de l'homme sur le continent. Du coup, elle œuvre à la mise en œuvre des recommandations du rapport de mission d'enquête sur les allégations de violation des droits de l'homme au Mali. Selon le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, la constance et la détermination exprimées par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples doivent amener le gouvernement du Mali et ses partenaires à garder beaucoup d'espoir sur les résultats de ce séminaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Maître Moutagatal, a effectué aujourd'hui même une visite de courtoisie au bureau de coordination de l'AEM, l'Association des élèves étudiants du Mali. Malgré le contexte de visite de courtoisie, le bureau s'est vu obligé de partager avec le ministre Tal, quelques problèmes majeurs qui ne pouvaient pas rester dans le silence. Il s'agit entre autres du problème de quota d'inscription qui limite le nombre d'inscrits aux universités, l'exclusion de quelques 3000 étudiants à la faculté de droit privé et des examens sans travaux dirigés. Lancement du concours Génération Dambé, une idée du ministère de la Jeunesse qui ambitionne de revaloriser les vertus d'un bon citoyen. À l'issue du concours, des symboles de la République seront conçus pour donner à la jeunesse les vertus de la citoyenneté. Al Jumatina. Le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne poursuit son immense chantier qui consiste à façonner un nouveau type de jeunes citoyens, capables d'appréhender les enjeux de la vie en société, de développer les repères sociaux, en un mot, d'être un citoyen avec des qualités et des vertus. Le département a voulu, à travers ces concours, donner des symboles forts à notre jeunesse qui doit incarner les vertus du Dambé, qui sont des valeurs de dignité, d'honneur, de fierté, de renom, de bonne conduite, de patriotisme. Représentant plus de 60% de notre population, la jeunesse malienne doit renouer avec nos valeurs d'antan. Pour cela, elle doit être outillée, encadrée et renforcée pour devenir le levain de la cohésion sociale. Le concours vient en complément aux œuvres gigantesques entreprises dès les premières heures de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, dans le cadre de la promotion, de l'encadrement par l'éducation populaire et les activités dirigées par le mouvement pionnier, les semaines nationales de la jeunesse. Dambé est un choix comportemental, c'est un choix de démarche, c'est une ligne d'action, c'est un programme de génération et c'est un espoir qu'il faut combler. Le concours Génération Dambé durera 1 mois, au terme duquel les jeunes à l'unisson vont concevoir un logo et préparer un hymne en vue d'avoir des repères, des qualités comme l'exigent les vertus d'un bon citoyen. Du 21 au 25 octobre passé, le ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, a effectué une mission à New York aux États-Unis. Elle a pris part à la conférence du Metropolitan Museum of Art. Le commentaire de Modibo Soare. When you think Timbuktu, you think desert, you think sun. So there's a potential opportunity for... Cette conférence était la dernière d'une série d'activités consacrées par le Metropolitan Museum of Arts à la culture malienne durant ce mois d'octobre 2014. À l'initiative de Timbuktu Renaissance, ces activités de promotion culturelle du Mali à New York ont permis de remettre au cœur des échanges la culture comme un réel facteur de développement, un vecteur de réconciliation et de paix au Mali. Ainsi, pour Tombouctou et l'ensemble des projets
projet hautement culturel du Mali, le ministre a noué des contacts avec des investisseurs privés en vue de la relance économique par l'amorce de projets d'envergure touchant les secteurs transversaux de la culture. Le chef du département de la culture a mis à profit cette mission pour faire un suivi des promesses de dons enregistrées lors de la grande soirée de levée de fonds pour la renaissance de Tombouctou. Avec le groupe d'action de Timbuktu Renaissance, le ministre Ndiaye Ramatoulaye Diallo a eu également une séance de travail sur les conventions de partenariat entre l'État du Mali et Timbuktu Renaissance d'une part, et entre l'État du Mali et Google d'autre part. Les échanges ont permis d'accélérer le début effectif du plan d'action Timbuktu Renaissance courant novembre 2014. It's a new metaphor for Mali. It's wonderful. Anything I could do, just let me know. Journée de l'alphabétisation sous le thème Alphabétisation, passage incontournable pour une paix durable. C'était dans la commune rurale de Ourikela à Sikasso. Compte rendu Fatoumata Diallo. C'est le village de Fougerla, commune rurale de Ourikela, cercle de Yorosso, qui a accueilli cette année les festivités commémoratives de la journée de l'alphabétisation avec comme thème Alphabétisation, passage incontournable pour une paix durable. Pas un seul lycée, pas de centre de formation professionnelle, 2 secondes cycles dans la seule ville de Ourikela. Toutes choses qui augmentent la déperdition scolaire. Le directeur de l'académie d'enseignement de Koutiala de faire le bilan des centres existants dans la capitale de l'or blanc. Malgré l'insuffisance des ressources au niveau du café, de centres de formation, d'ateliers et d'équipements, le café de Koutiala a réussi la formation de 814 apprenantes de 2006 à nos jours. Quant à Madame la ministre de tutelle, elle a invité les autorités locales à insérer dans leur plan d'action l'alphabétisation qui constitue selon elle la clé de voûte du développement humain durable. Les visites des activités d'alphabétisation effectuées ici à Koutiala et Ourikela montrent à suffisance la nécessité et l'urgence de multiplier les centres d'apprentissage féminin, les centres d'éducation pour le développement et les centres d'alphabétisation fonctionnelle sur toute l'étendue du territoire national. Une opportunité pour Save the Children, partenaire financier, de remettre du matériel didactique aux braves femmes de Fougerla et des enveloppes aux lauréats du concours de dictée, calcul, poésie, organisé en langue bamana, bomo et mamara. Fin à Ségou des travaux du 4e congrès ordinaire du parti Myria. À l'issue du congrès, le professeur Mamadou Kassa Traoré a été reconduit à la tête du comité exécutif national du parti pour 3 ans. Il place ce nouveau mandat sous le signe d'une meilleure structuration du parti. Fousseni Samake, compte rendu. Au terme de 2 jours de travaux, les congressistes du parti Mouvement pour l'indépendance, la renaissance et l'intégration africaine Myria ont renouvelé leur confiance au professeur Mamadou Kassa Traoré, président sortant. Le professeur Traoré a placé ses nouveaux mandats sous le signe de l'engagement et de la maturité. Pour les militants, c'est de travailler à l'élargissement de la base sociale du parti, c'est-à-dire augmenter le nombre de nos structures dans le pays, les animer et procéder à leur formation. Deuxièmement, renforcer les relations avec les forces du Mali. Les questions relatives à la vie de la nation et les élections communales futures ne sont pas restées en marge des assises de la cité des Balanzans qui a enregistré la présence des délégations du Congo, Comores, France et Djibouti. Élargir la base du parti, c'est-à-dire tout faire au niveau de tout l'ensemble du territoire national, là où c'est possible, pour que les élections futures aient le maximum d'élus au niveau des communes. Rappelons que les Myria compte plusieurs conseillers communaux, 9 maires dont une femme appelée Ngana Ségou au niveau collectivité décentralisée. Politique toujours et élections législatives partielles de Yorosso. Après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats du PSP et de l'ADEMA PSG pour le premier tour de l'élection législative partielle de Yorosso. Mois de la solidarité marqué par des signatures de conventions avec 3 départements ministériels. Des accords permettront la réalisation d'infrastructures sanitaires et éducatives. La journée a été mise à profit pour faire des dons aux couches démunies. Fatoumata Kone.
Pour la énième fois, la Fondation Orange accompagne l'État dans ses efforts de soutien aux couches démunies. Pour preuve, la Fondation Orange vient de signer 3 conventions avec le ministère de l'Action humanitaire, celui de l'Éducation et le département de la Santé. Cette convention porte sur 256 millions de francs CFA pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, 706 millions de cents pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et le ministère de l'Éducation nationale. Je vous remercie aussi d'avoir contribué pour 50 millions à l'organisation du mois de la solidarité et de dédier 20 millions aux facilités d'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La réalisation de ces constructions scolaires et annexes contribuera à moyen terme à l'atteinte des objectifs de développement du millénaire dans notre pays, à savoir l'éducation pour tous. Cette activité intitulée Solidarité pour la résilience de toutes les couches vulnérables consiste aussi à donner des vivres à près de 70 associations. On intervient aux 4 coins du pays, au plus près des populations. Et cela, c'est pour, bien entendu, renforcer le lien social dans les domaines de la solidarité, bien sûr, mais aussi de la santé, de la culture et de l'éducation. Cette année, la célébration du mois de la solidarité a coïncidé avec la sensibilisation contre le virus Ebola. La Fondation Orange a mis les bouchées doubles sur l'application des mesures d'hygiène concernant la prévention du virus Ebola. C'est pourquoi personnalités et autres invités ont été soumises aux mêmes règles, à savoir le lavage des mains au savon ou aux produits désinfectants. Un sergent-chef français a été tué ce mercredi dans le nord de notre pays lors d'une opération des forces françaises contre un groupe armé terroriste dans l'adrar des Ifogas. Autorités maliennes et françaises ont exprimé leur profond respect pour le sacrifice de ce sous-officier des forces spéciales dans le cadre d'une mission particulièrement périlleuse. Les soldats français engagés aux côtés de l'armée malienne et des forces des Nations Unies contribuent avec courage et efficacité à consolider la souveraineté du Mali et à lutter contre le terrorisme. Journée académique entre les médecins et leurs partenaires. Elle est organisée par le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali. Les débats ont porté sur 3 thèmes: l'infection à virus Ebola, l'hémogramme et le secret médical. Abdul Karim Kabar. Créer un cadre idéal de dialogue entre tous les acteurs de la santé et leurs partenaires, participer au renforcement des capacités opérationnelles des participants, voilà en clair l'objectif de la journée académique organisée par le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali. 3 thèmes essentiels sont à l'ordre du jour de cette journée: le secret médical, l'hémogramme et la fièvre hémorragique à virus Ebola. En parlant de l'épidémie d'Ebola, nous y sommes. Donc nous allons développer aujourd'hui, en tout cas les spécialistes vont nous entretenir sur la stratégie nationale au Mali pour faire face à la menace de l'épidémie à virus Ebola. L'Ordre des médecins, nous l'avons dit, se charge de la défense et de la promotion de l'éthique et de la déontologie. Les 3 thèmes choisis à l'occasion de cette journée académique du Conseil national de l'Ordre des médecins viennent à point nommé. Il s'agit d'un choix clairvoyant au regard de l'actualité au Mali. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre des recommandations. À travers cette journée académique, le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali entend apporter sa contribution dans l'amélioration de la qualité des soins de santé des populations. Une fondation pour mutualiser les contributions des entreprises dans le social et l'humanitaire. Le projet est une initiative de l'ancien président du Conseil économique, social et culturel, Moussa Bala Coulibaly. 4 membres du gouvernement ont pris part au débat. Moïse Traoré, compte rendu. Le Mali est à même de partager son expérience de 20 ans dans la lutte contre le VIH-Sida. L'association de recherche, de communication et d'accompagnement à domicile des personnes vivant avec le VIH et le SIDA, ARCAD,
porte la plateforme devant œuvrer à l'harmonisation des approches de lutte. Le sida a changé de visage et nous devons nous adapter. Les associations de lutte contre le sida, efficaces et efficientes dans leur pays, ont décidé, avec notre partenaire de tous les jours, la France, surtout aide, de mutualiser les moyens pour renforcer les capacités et les compétences afin d'être efficace. L'objectif de ces 3 jours, c'est d'arriver à faire travailler ensemble ces 19 associations pour qu'elles arrivent à construire un programme commun de renforcement de capacité qu'elles vont gérer elles-mêmes. Nous, on se contente d'apporter l'argent, d'apporter notre savoir-faire de 20 ans de renforcement de capacité dans la région. À l'atelier sous-régional sont représentées 19 associations de 8 pays d'Afrique francophone, dont le Sénégal et la Guinée. La manière dont on réagit face à Ebola, les peurs que ça génère, la discrimination que ça génère, me rappelle ce qu'on a vécu il y a 30 ans avec l'épidémie de sida. Pendant 3 jours, l'atelier sous-régional évoque les enjeux du renforcement de compétences des acteurs pour aboutir à la définition d'un modèle de partenariat. Voilà, le reportage annoncé n'a pas été diffusé, vous l'aurez peut-être demain. Et voyons cet autre reportage du ministre des Affaires religieuses et du culte qui était le week-end dernier à Kita, où il a visité les installations du pèlerinage catholique de Notre-Dame du Mali. Le ministre Diallo a été accueilli par les autorités administratives, politiques et religieuses de Kita. Envoyé spécial Laurent Diakité. Le bref séjour à Kita du ministre des Affaires religieuses et du culte était centré sur la visite des 4 grands sites du pèlerinage catholique au pied de Notre-Dame du Mali. Premier site visité, le sanctuaire marial où le ministre a coïncidé avec la célébration de l'Eucharistie, le moment le plus solennel dans l'église, car c'est elle qui nourrit l'église, et le baptême du nouveau-né Magloire Diakité. Deuxième site, la colline mariale, lieu de la veillée de prière pendant les pèlerinages, où les pèlerins viennent intercéder auprès de la Vierge Marie. Sur cette même colline se trouve également le tombeau de Monseigneur Étienne Courtois, le premier évêque de Caille. Le ministre a ensuite visité la cité des pèlerins. Là, 2 bâtiments sont opérationnels et un en voie de finition. Le 4e site a été les logements des évêques et des prêtres appelés Cité des évêques. Il y a une satisfaction totale de voir cette communauté dans un esprit d'organisation et de méthode participer à l'aménagement de son site, qui n'est pas en réalité seulement pour Kita ou l'église catholique du Mali, mais c'est pour le Mali. Hein, c'est le culte chrétien et ça rentre dans notre patrimoine. Et je crois qu'il y a quelques insuffisances constatées. L'État verra ce qu'il doit faire en plus pour que cela soit à hauteur des souhaits. Au cours de cette visite, le ministre a transmis à la communauté catholique et chrétienne de Kita et du Mali le message de reconnaissance du président Ibeka et il a promis que le gouvernement fera tout pour que les pèlerinages catholiques se passent dans de bonnes conditions au pied de Notre-Dame du Mali. Quelle chance, reportage disponible donc. Voyons à présent cette cérémonie sur la fondation qui vise à mutualiser les contributions des entreprises dans le social et l'humanitaire. Moïse Traoré, compte rendu. La responsabilité sociale des entreprises, RSE, est le concept à travers lequel l'entreprise investit dans le social ou l'humanitaire. La causerie débat est animée par le premier secrétaire permanent de l'ex-Fédération nationale des employeurs, qui est aussi un ancien du Bureau international du travail. Le président Moussa Bala Coulibaly, il a proposé à ce qu'on mette en place une fondation qui puisse prendre en charge cette question, une fondation qui puisse mobiliser non seulement les entreprises, mais aussi les ressources pour véritablement jouer un plus grand rôle en matière de solidarité nationale. Moussa Bala Coulibaly est le parrain de ce 20e mois de la solidarité. Les entreprises n'ont pas cette culture-là. Ils voient plutôt en termes de mécénat, au lieu de voir comment accompagner les personnes handicapées, les personnes démunies en termes de productivité, en termes de développement, tout juste en général. Le président du Conseil national du patronat a déploré l'égoïsme des chefs d'entreprise qui réchignent à investir dans le social ou à payer leurs impôts. Et pourtant, au niveau du Fonds de solidarité nationale, les textes prévoient que les entreprises qui font une contribution en termes d'aide peuvent bénéficier de la déduction fiscale. Je pense que c'est une
disposition qui encourage et qui motive les entreprises à aller dans le sens des activités citoyennes. Si des contributions sont déjà annoncées pour la future fondation, un intervenant a insisté, il faut que la volonté politique suive. Demain, 10h-13h, Mohamed Touré, je serai là pour les éditions du soir. Bonsoir à tous.